Bonjour à tous, je vous prie d'excuser ce retard. Nous avons eu quelques soucis techniques. Je rappelle que pour les personnes suivant ce débat en Zoom, vous pouvez choisir la langue pour écouter ce débat, soit en français, en anglais ou en espagnol. Vous trouverez sur votre écran une icône représentant la Terre et c'est cette icône qui vous permet de choisir la langue. Le bureau du Parlement européen à Marseille vous remercie de nous rejoindre depuis différentes parties du monde et en particulier depuis les îles. Ce débat est le fruit d'un travail conjoint entre les bureaux nationaux ou régionaux du Parlement européen de 3 pays, l'Espagne, Malte et la France, à la fois pour choisir les orateurs comme pour inviter le public. Un grand merci donc à Maria, Sergi et Mario, comme leur équipe, y compris celle de Marseille. Par ailleurs, nous nous associons toujours à des partenaires locaux et en particulier associatifs. Dans ce cas, le Centre d'information Europe Direct Provence et le Mouvement européen des Alpes-Maritimes. Les centres Europe Direct sont des structures labellisées réparties sur les territoires des États membres qui informent sur l'Union européenne. Il y en a environ 50 en France. Et à ce titre, même si ce n'est pas encore officiel et que ce ne sera que le 1er mai, j'ai le plaisir de vous informer que 3 nouveaux centres Europe Direct ouvriront dans les territoires insulaires français, la collectivité de Corse pour cette île, le Centre régional information jeunesse de la Réunion et Europe Direct Antilles Guyane qui sera porté par l'association d'Antilles et d'ailleurs. Avant de vous introduire les orateurs de ce débat, quelques mots sur le rôle d'un bureau du Parlement européen. Le rôle consiste à rapprocher le Parlement européen et les députés européens élus avec les citoyens, les associations, les autorités locales, comme les médias, sur le territoire, le sud-est de la France, par exemple, pour le bureau de Marseille. Comment? En organisant, comme aujourd'hui, des débats thématiques, et je vous dis déjà que demain soir, nous organisons un débat sur le pacte vert, ou alors nous organisons des événements annuels, par exemple autour de la journée de l'Europe pour le mois de mai. Nous guidons aussi les citoyens comme les médias qui ont des questions sur le Parlement européen et ses activités. Nous organisons des rencontres avec les jeunes et diffusons des informations sur l'Europe auprès des lycées, membres ou non du programme École ambassadrice ou auprès des jeunes qui s'intéressent au programme Euroscola. D'ailleurs, si vous désirez vous engager sur des thématiques relatives à l'Union européenne, en débattre, organiser des activités ou participer aux nôtres, nous vous invitons à rejoindre la plateforme ensemble.eu. Cette plateforme va se poursuivre jusqu'aux élections européennes de 2024. En rassemblant différents profils de personnes ou d'associations, elle permet des échanges sur l'Europe. Chaque bureau peut y inscrire vos initiatives traitant d'Europe et ainsi donner de la visibilité à vos actions et comme vous permettre de vous rencontrer avec d'autres personnes inscrites sur cette plateforme. Les 4 orateurs que nous accueillons aujourd'hui pour débattre sur l'insularité au sein de l'Union européenne sont 4 députés européens issus de territoires insulaires dans 3 États membres de l'Union européenne. Ils appartiennent à 4 groupes politiques différents au Parlement européen et sont membres de diverses commissions parlementaires, à savoir Younous Omarjee, membre du groupe de la gauche du Parlement européen, président de la commission du développement régional, qui est originaire de La Réunion. François Alfonsi, membre du groupe des Verts Alliance Libre Européenne, qui est originaire de la Corse. Josiana Kutagiar, membre du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, qui nous viennent de Gozo, une île à côté de Malte. Et Rosa Estarras Ferragut, membre du Parti populaire européen, démocrate chrétien, originaire donc de l'Espagne et des Baléares. Avec un tel panel, l'objectif était de couvrir différents types d'insularité. Un territoire ultra-périphérique comme La Réunion, avec M. Omarjee. Nous aurions bien sûr aimé avoir des députés d'autres îles, comme les Canaries, et je remercie le public des Canaries d'être nombreux à suivre ce débat, mais déjà avec 4 orateurs, les échanges s'annoncent assez denses.
À noter que ces territoires, donc ultra-périphériques, font partie intégrante de l'Union européenne, à la différence des pays et territoires d'outre-mer, ce que l'on appelle en français PTOM, éloignés eux aussi, mais qui ne font pas partie du marché unique de l'Union européenne. Je précise ce point déjà en introduction, car nous avons reçu des questions sur les PTOM. Monsieur Omarjee pourra éventuellement répondre, mais voilà, il y a une différence entre ces deux concepts. Ensuite, nous avons voulu des représentants donc, de 2 îles dépendant d'un État avec la Corse et les Baléares. Et enfin, nous voulions une représentante d'un État insulaire avec Malte, même si en définitive, avec Madame Koutayar, qui est originaire de Gozo, donc qui est une île dépendante de Malte, nous aborderons également le concept de double insularité. Nous avons donc déjà reçu des questions lors des inscriptions et elles ont été transmises aux députés comme aux modérateurs. Vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat Zoom ou sur les Facebook Live. Nous essaierons d'en transmettre au maximum durant ce débat, même comme si c'est souvent le cas. Faute de temps, certaines questions ne pourront pas être prises. Dans ce cas, nous écrivons les adresses des députés dans le chat si vous désirez leur envoyer directement votre question. J'espère donc que vous allez passer un moment intéressant à nos côtés et je passe la parole à Thierry Pardy, rédacteur en chef pour la rédaction française de Méditerranéo, de France Télévisions, qui va modérer ce débat. Thierry, c'est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup Muriel pour cette introduction très intéressante. Merci à toutes et tous d'être présents donc, pour ce webinaire consacré donc, aux îles et à la situation par rapport bien entendu à l'actualité, mais aussi à tout ce qui touche les relations entre les îles et l'Union européenne, bien entendu. Alors, ce rendez-vous, on va le construire autour de 3 grandes parties, si vous le voulez bien. Donc, dans un premier temps, il sera bien entendu question de mieux comprendre la spécificité insulaire, parce que vous l'avez dit, chaque territoire, bien sûr, se distingue par un statut tout à fait spécifique. Et puis, il faut également prendre en compte comment ces types d'insularité sont pris en compte à travers différentes thématiques, comme le tourisme, l'énergie, les transports, la politique sociale. Et puis, bien entendu, c'est tout à fait d'actualité, en particulier depuis 1 an, la crise du Covid qui a amplifié certaines difficultés des îles. Donc, des interrogations quid de l'après-Covid également. Quelle place pour l'insularité dans la mise en œuvre du pacte vert pour l'Europe ou encore pour le plan de relance européen et ses déclinaisons nationales. Donc, si vous le voulez bien, je voudrais commencer par une première question d'ordre général que nous allons poser aux 4 députés qui sont avec nous donc, pour cette conférence à distance. Donc, une première question d'ordre général. L'Union européenne, selon vous, prend-elle suffisamment en compte l'insularité, le fait insulaire? On va peut-être commencer avec M. Omarjee, qui est en tout cas géographiquement le plus lointain d'entre nous. Bonjour. 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 Permettez-moi tout d'abord de saluer mes collègues qui participent à ce webinaire et aussi remercier les différents bureaux du Parlement européen dans les pays qui ont pris part à l'organisation de cette rencontre, l'Espagne, Malte, la France et en particulier saluer bien sûr le bureau de Marseille. Ce sont des événements importants parce qu'ils donnent à comprendre les différents enjeux sur lesquels les députés européens sont amenés à travailler dans leur action. Et souvent, les questions européennes semblent compliquées. En réalité, elles ne sont pas aussi complexes que cela et il faut prendre des temps pour faire un peu de pédagogie ainsi que de répondre aux questions que se posent les citoyens européens. La question insulaire est, je crois, une question qui sera l'une des grandes questions de cette législature pour la politique régionale. En tout cas, je le souhaite.
et tous les députés ici présents agissent en ce sens. Pourquoi le faisons-nous? Tout simplement parce que nous considérons qu'il y a une sous-estimation en réalité de l'insularité dans les politiques européennes. La question insulaire est une question qui est une question mondiale et absolument stratégique pour l'Union européenne. Le monde est un monde d'îles. Lorsqu'on pose la question aux gens, est-ce que vous savez combien d'îles il y a sur la planète? Souvent, les gens ne savent pas répondre. De la grande Australie au plus petit atoll, c'est à peu près 300 000 îles. Pour l'Union européenne, c'est à peu près 286 selon la Commission européenne territoires insulaires, parmi lesquels 188 territoires archipélagiques et 98 territoires insulaires isolés. Et ils sont tous avec des points d'unité que vous avez rappelés dans votre introduction, c'est-à-dire qu'ils sont souvent éloignés du continent, du marché, avec une étroitesse du marché, un certain nombre de handicaps, etc. On en parlera dans la discussion. Mais les territoires insulaires, ce sont aussi des atouts considérables pour les territoires insulaires, mais pour toute l'Union européenne. Et j'espère que nous pourrons parler également de ces défis, que sont le défi climatique, le défi énergétique, le défi de la sauvegarde de la biodiversité. Pour conclure, je veux dire que les régions ultrapériphériques sont aujourd'hui bien prises en compte dans les politiques européennes. Et la dernière législature, au niveau du Parlement européen en tout cas, a permis de consolider la place des régions ultrapériphériques dans les règlements. Et dans les dernières négociations qui se sont achevées sur la cohésion, nous avons quasiment obtenu toutes les dérogations que nous souhaitions dans les règlements pour que soit pris en compte le caractère adapté de ces politiques. En revanche, pour les îles, nous avons un champ de travail considérable pour les îles qui ne sont pas régions ultra-périphériques. Elles sont définies dans le traité à l'article 174 et nous devons aujourd'hui commencer une action extrêmement offensive pour que dans les règlements, l'on retrouve la nécessaire prise en compte de politiques dérogatoires, de politiques adaptées à leur situation, parce que si les îles sont des atouts, ce sont aussi beaucoup de fragilités qui doivent se retrouver dans la prise en compte de leurs caractéristiques particulières. Merci beaucoup, Monsieur Omarjee, merci, Monsieur le Président. Donc, je donne la parole à présent à Madame Koutayar pour Malte. Bonjour donc, et merci encore d'être avec nous pour cette conférence. Alors, je vous repose aussi la question, hein, selon vous, est-ce que l'Union européenne, aujourd'hui en tout cas, prend-elle suffisamment en compte les différentes problématiques insulaires? Je peux vous dire que je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Je pense que l'Union européenne prend en compte de manière adéquate l'insularité et surtout quand on parle des îles qui ne font pas partie des territoires ultra-périphériques, on voit qu'il y a encore certaines plaintes à émettre. Et je suis en train de me plaindre avec certains des collègues qui sont présents ici par rapport au fait que nous voulons en fait intégrer un petit peu plus les îles en tout ce qui est politique et législation. C'est ce qu'on veut faire au niveau de l'Union européenne et on comprend très bien qu'il y a encore des actions à entreprendre dans ce sens-là. Mon collègue vient de mentionner l'article 176 et ça, c'est un article qui est vraiment très, très important parce que c'est un article qui reconnaît le statut spécial des îles et reconnaît aussi les défis auxquels font face les îles. Cependant, c'est important pour nous de pouvoir passer de la déclaration et de la reconnaissance spéciale dans le traité vers la reconnaissance actuelle en pratique, surtout quand on parle des politiques et des législations européennes. Juste pour vous montrer tout cela en exemple, quand on parle de la toute dernière résolution du Parlement européen que nous avons eue, elle date de 2016. Ainsi,
nous devons vraiment chercher à provoquer d'autres discussions, l'apparition de nouveaux instruments et politiques quand on parle des îles. Autre chose que je voudrais voir par rapport au Parlement européen, mais à d'autres institutions aussi, ça, c'est le résultat en fait auquel on s'attend et nous allons continuer à travailler dans ce sens. Je suis persuadée que c'est le moment est venu maintenant pour avoir un nouveau pacte entre l'Union européenne et les îles surtout qui se trouvent assez loin, qui souffrent de l'insularité et je pense que nous allons parler de cela encore plus en détail. Il y a plein de choses à faire dans ce sens-là parce que quand on parle de l'intégration de la politique relative aux îles, on parle toujours des aspects transsectoriels. Quand on parle de l'environnement, du climat, de l'énergie, etc., ce sont tous les aspects très, très importants, tout aussi importants que d'autres aspects sociaux et l'emploi aussi. Donc, je vais m'arrêter là-dessus et je vous remercie pour cette opportunité parce que je pense que c'est vraiment un débat qui est très important et j'attends avec impatience la suite de ce débat. Merci beaucoup, François Alphonse, qui est avec nous également. François Alphonse, donc, Madame Coutaillard parlait peut-être d'un nouveau pacte entre les institutions européennes et les territoires insulaires. Ça veut dire que justement, aujourd'hui, cette dimension de la problématique des îles, elle n'est pas suffisamment prise en compte par les institutions européennes. C'est votre sentiment? Oui, il y a non pas une défaillance d'intérêt, parce que je pense que la problématique des îles soulève un certain intérêt, mais il y a une défaillance de solution, une défaillance de caractère permanent, parce que au moment de la définition des politiques régionales, la plupart des îles étaient, dans l'Europe des 15, placées dans les régions les plus défavorisées de l'Union européenne. Cela a évolué avec l'entrée des pays de l'Est et cela a mécaniquement cassé cette réalité. Et certaines îles, comme la Corse, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est une situation intermédiaire qui n'est pas du tout prise en compte par des politiques européennes de façon spécifique. Et cela tient au fait que l'Union européenne a considéré rapidement la question des régions ultrapériphériques, donc, dont Younous a parlé tout à l'heure. Elle a développé un certain nombre d'aides spécifiques pour les toutes petites îles, ce qui correspond à un grand nombre d'îles, mais qui a peu de population globalement, et elle a laissé de côté, sans approche spécifique, les îles comme la Corse, comme les Baléares, comme la Sardaigne, les îles italiennes, etc. Donc là, il y a un déficit de prise en compte et on s'est retranché derrière le constat que ces îles étant en retard de développement, elles étaient souvent éligibles aux aides les plus importantes de l'Union européenne. Et en gros, qu'est-ce que cela donne? Cela donne qu'on vous a accordé une perfusion pour que vous ne soyez pas parmi les plus pauvres, et quand vous sortez de la situation de pauvreté, on vous enlève la perfusion et vous retombez aussitôt dans la situation la plus pauvre. C'est ce qui est arrivé à la Sardaigne, par exemple, et c'est ce qui pourrait très bien arriver demain à la Corse ou aux Baléares, surtout dans le contexte de la crise de la pandémie que l'on connaît aujourd'hui, qui est une crise qui a montré que tous les espaces insulaires, même s'ils sont variables en termes de niveau de développement, présentent la même caractéristique d'une grande fragilité vis-à-vis de leur tissu économique quand se présentent des circonstances comme la pandémie du Covid-19. Et cette pandémie crée dans toute l'Europe et pour tout sujet d'ailleurs une grande réflexion sur comment consolider et relancer l'avenir économique des territoires. Et c'est le moment, je crois, de faire entendre la voix des îles, car elles sont des territoires qui ont été particulièrement touchés. Par exemple, pour la Corse, on estime que la perte de PIB liée à la pandémie durant l'année 2020 est presque le double des régions équivalentes du continent français. Et je crois que c'est pareil pour les Baléares par rapport à l'Espagne ou pour la Sardaigne par rapport à l'Italie, etc. Donc, il y a un véritable impact très, très lourd sur les économies insulaires, et il y a un critère qui est le critère un peu de fragilité des économies, qui est un critère important et qui appelle une politique européenne plus soutenue, plus pérenne et plus adaptée au fait que nous, dans les îles, nous avons bien des handicaps permanents
permanents. Nous ne sommes pas dans des handicaps économiques conjoncturels, mais bien dans des handicaps permanents auxquels il nous faut faire face au quotidien pour être compétitifs dans nos économies et être compétitifs dans les services offerts aux populations. Merci beaucoup François Alphonse. Et nous allons terminer ce premier tour d'horizon avec Madame Rosa Esteras pour les Baléares. Sí. Bonjour et merci beaucoup de votre participation. Alors, la même question un petit peu que j'ai posée en introduction donc, aux trois autres députés. Donc, est-ce que selon vous, ces problématiques insulaires, cette insularité au sein de l'Union européenne, eh bien, est-ce qu'elle est suffisamment prise en compte aujourd'hui dans les institutions, ou est-ce qu'effectivement il faut donner un nouvel élan, une nouvelle dynamique à cette coopération et à cette politique insulaire de l'Union européenne? Quelle est votre position? Oui, tout d'abord, merci beaucoup à tous les bureaux du Parlement européen en Espagne, Malte et en Espagne qui ont organisé cette rencontre. Et je pense que c'est tout à fait opportun et nécessaire. Bien, je suis la troisième législateur au Parlement et j'ai été au niveau de commandement lorsque nous avons élaboré la résolution pour soutenir les îles en 2016. 5 années se sont écoulées et c'est une idée excellente de revenir, comme l'a dit ma collègue Josiane Koutajar, de réenvisager une résolution de ces caractéristiques. L'article 174 du traité de Lisbonne se réfère à la cohésion territoriale et aux questions sociales et économiques, mais on se réfère pour la première fois de cohésion territoriale. Par conséquent, nous disposons de la base juridique, mais ensuite, ceci n'est pas mis en pratique, ce n'est pas mis en œuvre. C'est mis en œuvre avec les régions ultrapériphériques qui ont un traité très clair dans l'article 349 du traité de fonctionnement parce que ils ont un budget pour tout et ces îles ont une considération spéciale dans tous les fonds. Ils ont des conditions de cofinancement excellentes et ils disposent d'un budget propre. Pourquoi cela? Nous avons sans cesse demandé pourquoi cela. Je parviens à la conclusion parce qu'il y en a très peu, parce que finalement les îles ultra-périphériques sont 9. Certaines appartiennent à la France, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, d'autres au Portugal, les Açores et l'Espagne, les Canaries. Puisqu'il y en a très peu, elles ne coûtent pas beaucoup d'argent. Mais les autres îles, ensuite, nous n'avons pas cette possibilité. Nous avons le cadre juridique, nous sommes dans tous les fonds, nous devons nous battre de façon titanique. Il n'y a pas une contribution spéciale pour nous. Moi, j'ai négocié le fonds de solidarité. Nous avons obtenu des conditions avantageuses pour les ultrapériphériques, mais rien pour les insulaires. Pourquoi cela? Parce que nous sommes beaucoup. Nous sommes plus de 2000 habités. Et par conséquent, cela fait que nous devions faire pression en permanence auprès des institutions européennes. Par conséquent, je pense que c'est une idée excellente de réinsister avec une résolution avec cette pluie fine, car ce sont des résolutions, tout le monde vote pour, mais après, on ne le voit pas au niveau des budgets ou du traitement. Il n'y a pas de doute. Nous allons voir cela au cours du second débat, que nous avons bien sûr des difficultés de connectivité, de transport, des écosystèmes plus vulnérables, et manque de ressources naturelles. Avec la COVID, ceux qui dépendent du tourisme, la grande majorité des îles, mais surtout les îles de la Méditerranée, nous avons une diminution de croissance énorme, une chute dans tout le secteur des services. Nous sommes donc dans une situation extrêmement compliquée avec une perte très importante d'emplois. La plupart des îles, surtout du sud, ont une pression d'immigration importante. Nous avons une forte dépendance énergétique. La plupart des cas, nous ne sommes pas autosuffisants. Et avec le pacte vert, on parlera plus tard, il faut faire un traitement particulier, spécial pour nous, pour les îles. Lorsque je parle d'îles, je me réfère également aux ultra-périphériques, pour les îles en général. Et par conséquent, je pense que c'est un moment excellent, car maintenant, nous construisons une Europe nouvelle. Le 9 mai aura lieu la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et là, il faudrait expliquer en permanence
ce que nous avons besoin dans ce nouveau scénario européen, ça doit être une Europe plus résiliente, plus innovatrice, plus numéralisée, plus durable. Et il faut avoir une stratégie spécifique pour les îles. Et ceci pourrait être une idée également pour cette résolution à laquelle nous devrions travailler. Le comité des régions aussi. En octobre, ce comité a approuvé une directrice extrêmement importante sur une stratégie pour les îles et un plan d'action également pour les îles à tous les niveaux. Et par conséquent, je pense que nous avons le cadre juridique, mais les faits n'existent pas. Le budget n'est pas réel et les règlements passent vraiment de manière très, très superficielle. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais revenir vers Monsieur Omarjee pour évoquer un petit peu également, parce que c'est très important, et pour faire, je dirais, le distinguo avec les autres territoires insulaires d'Europe, puisque là, on parle, pour ce qui concerne votre île, Monsieur Omarjee, d'une région ultra-périphérique. Je voulais vous demander comment ce sentiment européen et insulaire, il est reçu par les habitants de la Réunion, justement en termes de coopération avec les institutions européennes et par rapport à la prise en compte des spécificités d'une région très éloignée comme la vôtre, d'une île éloignée comme la vôtre, par rapport justement à cette politique européenne vis-à-vis des territoires insulaires. Comment est-ce que vous la vivez vous-même et quelles sont les difficultés peut-être supplémentaires que vous avez, je dirais, à parfois subir? Oui, si vous me l'autorisez, je vais prolonger aussi quand même la discussion précédente parce que ce qu'on voit de la discussion, c'est qu'il y a ce sentiment que les régions ultra-périphériques bénéficient à peu près de l'ensemble des dérogations qu'elles souhaitent, de budgets spécifiques, et les îles européennes sont extrêmement en retard dans la reconnaissance de leurs particularités. Et je crois qu'il est extrêmement important de faire vivre non pas une concurrence entre les régions ultrapériphériques et les régions insulaires, mais un véritable front des îles. Et c'est pourquoi je fais partie de ceux, bien que venant d'une région ultrapériphérique, qui défend de manière extrêmement forte la prise en compte de l'ensemble des demandes qui sont aujourd'hui faites par les îles. Et je veux dire à mes collègues que la Commission du développement régional prendra des initiatives pour précisément viser ce que notre collègue Koutajar disait, c'est-à-dire qu'on puisse aller vers un pacte pour les îles. C'est extrêmement important et nous prendrons dans les semaines et les mois à venir une série d'initiatives en direction de la Commission européenne. Pour revenir à votre question qui concernait, je crois, le sentiment d'appartenance, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est une question habituelle. Bon, moi, je suis extrêmement inquiet par les différents résultats électoraux lors des dernières européennes, puisque vous voyez partout dans les Outre-mer une progression très forte du Rassemblement national. Ce sont des territoires dans lesquels vous avez une conscience, je crois, en tout cas dans les milieux concernés, une conscience de ce que les politiques européennes apportent au développement économique et au développement d'un certain nombre de secteurs de l'économie. Mais en même temps, il y a une colère très forte, très grande vis-à-vis des institutions européennes pour une série de raisons. On ne peut pas là toutes les regarder, mais c'est cela que nous devons voir. Et puis bien sûr, il y a l'éloignement. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre comme ça de manière extrêmement manichéenne. Les choses sont un peu plus subtiles. Il y a à la fois un sentiment d'appartenance à l'ensemble européen et en même temps une défiance qui est aussi importante. En même temps
que lorsque vous vous trouvez dans la Caraïbe ou dans l'océan Indien, vous avez d'autres appartenances qui doivent également pouvoir être vécues pleinement. À La Réunion, nous sommes aussi des Africains, nous sommes aussi des Indiennes océaniques, nous avons des relations très fortes avec l'Inde, avec la Chine. Donc, le rapport à l'Union européenne, évidemment, n'est pas le même que celui d'un Bulgare ou d'un Polonais. Tout à fait, tout à fait. Je vous remercie pour ces précisions. Madame Koutaillard, alors, vous représentez donc Malte, et effectivement, il y a quelque chose d'intéressant que l'on peut souligner, je dirais, par rapport, vous, à votre origine, puisque vous venez de Gozo. Donc c'est un autre territoire insulaire, mais qui fait partie de Malte. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques instants de ce sentiment de double insularité? Comment ça s'exprime effectivement? Et est-ce que par rapport justement à votre action, vous, au Parlement européen, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte sur le plan notamment peut-être du développement économique? Quelle est cette singularité? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question qui est complètement d'actualité. En effet, c'est intéressant de mentionner cela dans les discussions. Lorsque nous sommes en train de parler des situations, des régions, des territoires ultra-périphériques et d'autres îles, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de concurrence, mais surtout de reconnaître les différentes spécificités encore mieux, surtout quand on parle des différentes îles. Je suis vraiment très contente du fait que nous allons pouvoir collaborer, j'espère dans l'avenir, avec les différents représentants de notre comité autour des politiques différentes qui visent justement tous ces sujets. Donc, une fois de plus, merci pour cette question qui est vraiment très, très importante. Je vous invite tous de visiter notre île en été. C'est vrai que nous avons cette double insularité et nous pensons que c'est quelque chose qui inclut beaucoup de caractéristiques nationales, mais aussi de contexte historique qui est très intéressant. Maintenant, par rapport à votre question, bien sûr, on parle de la double insularité parce que, bien sûr, je fais partie de l'État membre qui est un archipel, qui est composé de plusieurs îles. Et donc, à chaque fois, quand on parle de notre territoire, on ne parle pas vraiment de la partie continentale du pays, comme les autres membres et représentants qui sont ici présents. Mais on parle surtout de l'île principale. Et pour nous, Gozo, c'est une île qui est un petit peu plus petite. Et c'est pour ça que nous avons cette double insularité. Il y a bien sûr des défis bien particuliers pour l'île de Gozo. Juste pour vous donner quelques exemples dans ce sens-là, le fait que nous dépendons de la connexion du ferryboat avec du petit ferry avec l'île principale, ça c'est quelque chose qui représente aussi certains défis pour tous ceux qui vivent sur cette île, mais aussi pour les entreprises qui veulent travailler sur notre île. Ainsi, comme une personne qui vient de cette île et qui fait face à cette double insularité, je comprends tout à fait, je comprends même mieux l'importance de la connexion pour les territoires insulaires. Et lorsque je parle de la connexion, de la connectivité, je ne parle pas seulement de l'infrastructure et du transport, qui, bien sûr, sont très importants. Mais il est aussi très important de souligner le fait que l'aéroport, pour nous, c'est sur l'île principale. Ainsi, pour pouvoir aller à l'aéroport, il faut prévoir le temps d'aller sur l'île principale et puis aussi prendre l'avion. Mais là, je parle aussi de la connexion du point de vue numérique, parce que le gouvernement de Malte a récemment investi dans le deuxième câble de la fibre optique qui va nous permettre d'améliorer la connexion Internet. Et je suis persuadée que l'Union européenne doit vraiment reconnaître l'importance de tous ces plusieurs aspects que je voudrais amener dans cette discussion. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, actuellement, nous sommes en train de parler de l'inclusion du système maritime. Et je suis complètement d'accord sur le fait que
Ça, c'est quelque chose qui contribue à la diminution du CO2, etc. Parce que pour nous, le pacte vert, c'est quelque chose qui est très important pour les îles. Et mis à part tous les défis, ça peut aussi représenter des opportunités très intéressantes. Et justement, les îles peuvent faire partie des pionniers de ces technologies de nettoyage de notre environnement. Cependant, je pense que c'est très important pour l'Union européenne de ne pas oublier le fait qu'une telle proposition, une telle suggestion va avoir un impact sur les États insulaires et sur les tout petites îles. Et c'est pour ça que je viens d'avoir aussi une réunion avec le comité de transport. On y parlait de toutes ces différentes questions et la question principale était comment est-ce que la Commission prend en considération tous ces impacts pour les territoires insulaires qui dépendent en fait du transport maritime plus que les autres. Parce qu'il faut qu'on puisse procéder de façon équitable et il faut qu'on regarde surtout, par exemple, les mesures de compensation pour la transition et les fonds équitables de la transition. Et lorsque l'on parle de l'Union européenne et de toutes les politiques de l'Union européenne et de comment est-ce que tout cela est lié, je suis complètement d'accord avec M. Omarjee sur le fait qu'il y a en fait assez de frustration parce que l'Union européenne ne comprend pas assez la spécificité, la particularité de nos îles. Et je pense que ça aussi, ça vient quelque part de ce fait, de cette approche globale qui en réalité ne convient pas complètement pour tout le monde. Et quand on parle des îles, on comprend très bien la situation, mais on comprend aussi qu'il faut qu'on soit en train d'exercer de la pression pour se faire entendre. Bien sûr qu'il y a certains fonds, il y a aussi certains schémas que les îles peuvent utiliser, mais nous avons besoin d'avoir plus. Et là, par exemple, je parle de l'importance du relancement de certaines mesures, de la relaxation, de certaines mesures qui a été faite due à la pandémie. Et bien sûr que les îles ont été impactées encore plus dû à notre insularité. Et pendant la relance, nous allons être impactés encore plus. Donc, nous, dès le début de la pandémie, on a vraiment essayé de nous faire entendre dans ce sens-là. Et je pense que cette problématique est toujours très d'actualité. Merci beaucoup. Alors, maintenant que nous avons un petit peu justement présenté ces spécificités des différents territoires insulaires, avec notamment donc effectivement la Réunion avec Malte, qui sont effectivement des cas particuliers, avec la Corse et les Baléares qui sont, je dirais, sur le même positionnement. Peut-être qu'on peut s'interroger aussi justement sur la prise en compte de ces spécificités insulaires dans les différentes politiques européennes. François Alphonse, il y a un élément important, ce sont les fonds régionaux, bien entendu. Alors, cette dimension insulaire dans les fonds régionaux, aujourd'hui, comment est-elle prise en compte et est-elle suffisamment prise en compte? Oui, c'est bien tout le problème. Et je pense que c'est le moment, parce que les fonds régionaux, d'abord, il y a une nouvelle période budgétaire qui s'ouvre, et ensuite, ils vont être très abondés par les fonds du plan de relance qui vont donner à l'intervention économique de l'Europe sur les territoires une importance qu'elle n'a peut-être encore jamais eue dans son histoire. Et le plan de relance, la sortie de la crise de la pandémie dans nos îles, c'est quelque chose qui est fondamental, car leur économie a été plus atteinte que beaucoup d'autres, et notamment que les économies continentales. Il y a donc cette idée de pacte pour les îles et de mettre la Commission du développement régional en position offensive pour aller vers la Commission avec des propositions et avec des demandes précises et communes. C'est la démarche politique que nous voulons privilégier dans les mois à venir. Et c'est une démarche que nous supportons, car nous sommes tous des députés qui vous parlons, mais aussi avec les autres députés insulaires, engagés dans un même intergroupe, qui est l'intergroupe Syrica, et nous avons déjà eu des réunions sur ce thème-là avec plusieurs commissaires européens. Et qu'est-ce que l'on retient de ces réunions? C'est qu'il y a sans doute une meilleure écoute. Moi, j'étais député européen il y a 10 ans, et la discussion était très fermée sur l'aspect des îles en dehors des RUP de la part des représentants de la Commission. Aujourd'hui, la discussion est moins fermée, et pour autant, il n'y a pas de propositions et de solutions qui sont mises sur la table. Il va falloir aller plus loin, être capable d'abord
de les formuler nous-mêmes davantage dans le cadre de la Commission de développement régional et en même temps de faire tous ensemble avec les gouvernements insulaires, avec les États membres qui ont en charge, comme l'Espagne, la France ou l'Italie, de nombreux enjeux insulaires, de faire en sorte qu'elles soient portées et qu'elles deviennent des mesures concrètes et surtout pérennes. C'est-à-dire que la Commission, jusqu'à présent, a traité les îles comme un territoire en retard de développement, comme le sont les territoires continentaux. Sauf qu'un territoire en retard de développement, c'est une situation transitoire. On l'aide pour qu'il se développe. Le problème des îles, c'est qu'elles vivent des handicaps permanents et que donc il leur faut avoir une approche beaucoup plus pérenne de la part des institutions européennes, ce qui est le cas dans les RUP, avec des politiques, par exemple en matière agricole, qui sont beaucoup plus adaptées aux besoins d'une île où on est toujours en sous-production, où on est sous une concurrence énorme de l'économie touristique face pour l'occupation des terrains, etc. Et appliquer la politique continentale agricole à l'espace insulaire, c'est une aberration, c'est quelque chose qui ne permet pas de donner à nos agriculteurs les moyens de produire et de satisfaire les besoins en alimentation des îles. Donc voilà, il y a vraiment un grand chantier et je crois qu'avec la crise, la pandémie, l'ampleur des fonds qui vont être historiquement importants, qui vont être mis en œuvre dans les années qui viennent, vraiment c'est le moment de se faire entendre et c'est le moment, j'espère, d'obtenir des cadres politiques beaucoup plus adaptés aux besoins des économies insulaires. Merci François-Alphonse. Monsieur Omarjee, dans le cadre de la coopération régionale et interrégionale, est-ce que vous pensez que cette dimension est suffisamment prise en compte par les institutions européennes, ou vous pensez qu'il faut aller beaucoup plus loin dans ce domaine? Vous avez déjà des accords de coopération avec d'autres territoires dans votre région, dans votre zone? Non, c'est très insuffisamment pris en compte. Bon, je crois que ce qui a été obtenu pour les régions ultrapériphériques avec l'article 349, d'une certaine manière, annonce ce qui doit être fait pour l'ensemble des régions d'Europe. Vous pouvez excusez-moi, vous pouvez nous spécifier l'article 349 pour toutes les personnes qui nous écoutent? L'article 349 est un article du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui permet d'avoir des politiques véritablement dérogatoires, c'est-à-dire adaptées aux caractéristiques particulières de ces régions ultra-périphériques qui sont marquées par l'insularité, par l'éloignement, le grand éloignement, par des handicaps structurels permanents liés à l'étroitesse de leur marché, etc., etc. Et à partir de là, l'Union européenne autorise des politiques dérogatoires en matière de politique régionale, mais pas seulement, aussi dans la politique commune des pêches ou dans la politique agricole. Et puis aussi avec un certain nombre d'enveloppes spécifiques. Mais la réalité, c'est que malgré l'existence de cet article, malgré le soutien fort au niveau du Conseil comme du Parlement européen pour la bonne mise en œuvre de l'article 349, la Commission européenne, elle, reste très réticente pour que cet article puisse avoir un champ d'application aussi large que possible et aussi dynamique que possible. Et nous devons nous battre en permanence contre des reculs ou tout simplement pour que la Commission accepte de faire application de cet article. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas du tout surpris que la Commission européenne soit aussi peu enclin à faire vivre l'article 174 du traité et accompagne si mal le Parlement européen dans sa volonté aujourd'hui de faire en sorte que les îles puissent également, surtout dans ce moment qui est celui de la crise qui nous frappe, pour que les îles puissent aussi bénéficier de l'ensemble de politiques dérogatoires nécessaires. Mais ce que nous voyons, c'est que la politique régionale est une politique
qui ne peut plus, qui ne doit pas être une politique uniforme. C'est une politique qui doit, comme le disait la commissaire Ferreira au début de cette législature, viser le sur-mesure. Parce que les enjeux dans les régions montagneuses, par exemple, ou les régions qui sont confrontées au déclin de leur population, confrontées à des difficultés démographiques considérables, les particularités dans les zones rurales, les particularités dans des zones ultra-urbanisées, les particularités dans les régions insulaires font qu'il faut forcément imaginer des politiques qui soient les plus précisément adaptées à ces réalités. Et c'est pourquoi l'avenir, je pense, pour la politique régionale est une politique qui soit le plus en lien avec la prise en compte de ces réalités. Pour ce qui concerne la prise en compte de la dimension internationale et de la dimension mondiale, il y a là une sous-estimation qui est tout à fait considérable, malgré ce qui peut exister, c'est-à-dire les programmes Interreg, etc. Parce que l'Union européenne ne tire pas, pour elle-même d'ailleurs, le plein avantage d'avoir sa présence ainsi dans l'ensemble du monde, et on le voit bien dans la négociation actuellement des accords de partenariat économique, combien les régions ultrapériphériques sont laissées de côté et ne sont pas du tout associées à la bonne définition de ces accords. Bref, il y a vraiment une sous-estimation qui est assez grave en réalité de ce que les îles et les régions ultra-périphériques peuvent apporter pour la politique internationale de l'Union européenne. Pour conclure, je veux dire une chose, c'est que lorsqu'il y a autant d'insuffisances dans les politiques, il appartient au Parlement européen de créer l'impulsion. Et c'est ce que nous avons fait pour les régions ultrapériphériques, c'est nous avons rencontré un certain nombre de succès pour les RUP dans différents règlements, c'est parce que le Parlement européen a été à l'offensive. Le Parlement européen et la Commission du développement régional sont aujourd'hui au début d'une nouvelle offensive pour la prise en compte des îles dans les politiques européennes. Et je crois que la Commission européenne commence, comme l'a dit François Alfonsi, à être plus ouverte, plus à l'écoute sur les demandes que nous formulons. Et nous avons décidé, en tout cas c'est ce que je proposerai, une forme d'agenda visant un certain nombre d'objectifs pour aller vers la pleine reconnaissance des îles dans les politiques européennes. Et enfin, dire que RUP et îles non RUP doivent être envisagées aussi dans un grand tout, parce que vous avez énormément de programmes qui peuvent être pensés en commun. Les questions liées à l'écologie, à la volcanologie, les questions océaniques, les questions maritimes, les questions de transport, tout ça, ce sont des points d'unité, quels que soient les statuts juridiques. Et il est possible de construire de grands programmes qui permettent de lier régions insulaires strictement et régions ultra-périphériques. C'est l'objectif que nous visons. Alors, merci beaucoup, Monsieur Omarjee. Nous avons déjà des questions. Alors, des questions notamment de personnes qui nous regardent et qui nous écoutent depuis les Canaries. Alors, peut-être effectivement, ce sont des questions qui concernent la situation donc de la pandémie, donc avec les tests à l'entrée, avec le problème du tourisme très intense donc dans ces territoires, pas seulement dans les Canaries, mais on connaît aussi cette problématique dans les Baléares. Et puis également le problème de la compétitivité des entreprises. Alors, Madame Esteras,
sur ces différents problèmes qui concernent alors, les Canaries comme aussi les Baléares, même si ce sont des territoires insulaires qui n'ont pas les mêmes dimensions et qui n'ont pas les mêmes réalités géographiques, je dirais. Est-ce que ces problèmes, le tourisme qui se développe, le problème, je dirais, de l'accès au territoire en raison du coronavirus, d'autres questions qui concernent effectivement donc les problèmes pour les entreprises et le développement économique. Est-ce que vous êtes aujourd'hui suffisamment entendu par les institutions européennes par rapport aussi aux problèmes que vous avez, vous, aux Baléares? Bien, yo creo que la pandemia ha puesto sobre la Je mesa pense que la pandémie a mis sur la table la fragilité de l'ensemble de la planète, mais tous ensemble, la plus grande, mais en particulier la fragilité supérieure des îles. Je ne me réfère pas aux îles avec une double, triple insularité dans le cas de Baléares. Formentera a une triple insularité. Formentera est une île semblable à Gozo ou Menorca et Ibiza avec la double insularité. Ces îles, logiquement, dépendent entièrement du tourisme, comme les Canaries. Il est vrai que le Parlement européen a pris conscience du fait que le tourisme doit être un sujet qui devra avoir la priorité absolue dans l'agenda européen, car finalement, cela représente 10% du produit intérieur brut de l'Union européenne et emploie des millions et des millions de personnes. Aujourd'hui, 6 millions de personnes courent le risque de perdre l'emploi de tourisme. Dans le cas des îles comme les Canaries et les Baléares, cette pandémie a détruit notre modèle de croissance. En ce sens, l'Union européenne nous avons approuvé il y a un mois le plan stratégique de tourisme, la stratégie du tourisme européen. Il s'agit là d'une stratégie. Le secteur a fait un SOS pour pouvoir récupérer le secteur avec des initiatives de tourisme durable, c'est-à-dire cette stratégie de tourisme durable doit parler avec le pacte vert afin que le tourisme soit durable et que nous allions vers cette Europe numéralisée, innovatrice et durable. Nous avons demandé pour ces questions de tourisme des critères très clairs et bien coordonnés au niveau de toute l'Union pour pouvoir affronter la pandémie, des critères de vaccination. Enfin, là, il y a certaines déceptions. Je demandais de donner priorité aux vaccins dans la région. On ne m'a pas écouté. Mais sincèrement, si une saison va commencer dans 2 jours, et toutes les régions qui dépendent du tourisme devraient être vaccinées en priorité. Il devrait y avoir une priorisation à ce niveau-là. Mais il faudrait avoir surtout une coordination au niveau des masques, les quarantaines, les couleurs de risque, la question des frontières, etc., etc. Et dans ce plan de récupération de ce Next Generation EU, moi, j'ai demandé que le donne la priorité à la question du tourisme. Nous avons une opportunité là-bas pour que ces fonds qui vont parvenir à tous les États membres, que nos États destinent une partie importante au tourisme pour pouvoir récupérer cette partie-là des îles. Il faut savoir que presque 60% des régions hôtelières sont sur la côte et dans les zones maritimes, par conséquent dans les îles. Et ce qui nous manque, c'est qu'il n'y ait pas une unité du tourisme. Et le tourisme dépend des transports. C'est la petite sœur, en quelque sorte, du tourisme. Mais enfin, je pense qu'au niveau de ces fonds de récupération, si nous les adressons correctement vers des investissements pour l'innovation, le tourisme et la numérisation, ça peut être correct. C'est un bon moment, car nous sommes à un moment de réinvention de l'Europe. Dans cette réinvention de l'Europe, il faut lever la voix, comme l'a dit notre collègue de l'île de la Réunion, pour sensibiliser, pour produire cette pluie fine. Et par exemple, au niveau du pacte vert, que l'on prenne en considération les îles
comme une épreuve pilote de ce que va être l'avenir, car nous devons réellement travailler à la durabilité, car nous avons un territoire limité et nous sommes très vulnérables. La même chose au niveau de la récupération. Il doit y avoir un échange de bonnes pratiques en matière de tourisme durable, surtout celles qui dépendent du tourisme. Il y a une autre question qui inquiète également, c'est la question de l'abandon prématuré. Comme nous dépendons beaucoup du secteur service, les îles, par exemple les Baléares, ont une partie importante d'abandon prématuré à cause d'avoir des revenus précoces sur le marché du travail dans ces économies qui dépendent du secteur tertiaire, le tourisme. Ensuite, la question de la connectivité. Là, nous mourrons en quelque sorte. Là, dans ce nouveau programme de transport européen, il faudrait parler demander à la Commission européenne de prendre en considération que l'on donne priorité à la connectivité dans les îles, car nous dépendons toutes de transport maritime. Et là, il faudrait demander une stratégie et un plan d'action insulaire. Moi, j'ai beaucoup aimé lorsque notre collègue international dit que nous allons aborder cette question au niveau régional. Moi, je peux collaborer à tout ce que vous voudrez et que nous puissions traduire cela par une résolution en séance plénière qui soit en quelque sorte l'élément qui permet de forcer la situation. Sachez que le transport, non seulement des voyageurs, mais aussi des marchandises, est plus cher, comme l'a dit notre collègue de Gozo, car à la fin, c'est entre 2 et 4 fois plus cher. Nous avons le secteur des chaussures à Ménorque et ce transport devient très cher. Par conséquent, nous devrions demander à la Commission d'avoir une stratégie, d'avoir un plan stratégique pluriannuel pour le développement durable. Dans le Green Deal, il y a un chapitre consacré aux îles et ultra-périphériques comme des îles prioritaires, car je pense que c'est nous qui devons pouvoir obtenir l'énergie propre à 100% dans le moindre temps possible. Et ensuite, après cette pandémie, que l'on flexibilise le cofinancement, car les ultra-périphériques sont cofinancés presque à 80%, mais pas nous. Moi, en tant qu'île Baléares, la région est compétitive, nous sommes à 50-50. Et à l'heure actuelle, où nous sommes en chute libre, nous devrions assouplir tout ce qui concerne le cofinancement. Et une dernière chose, dans tous les fonds de coopération transfrontalière, on stipule qu'on ne peut coopérer avec personne. On met une limite de 150 km et cela provoque qu'on ne puisse jamais avoir accès à ces fonds. Et il faudrait donc enlever la limite de 150 km. Je l'ai demandé à tous les commissaires ces dernières années et dans toutes les résolutions, on l'indique. Ça n'a pas de sens qu'on ne puisse pas faire de la coopération avec d'autres îles ou d'autres territoires transfrontaliers. Merci beaucoup. Merci madame. Alors, la Commission européenne, face à cette crise, face à cette pandémie, donc la Commission européenne, le Parlement et les dirigeants de l'Union européenne sont convenus d'un plan de relance qui doit permettre de sortir de la crise. On l'espère tous, bien entendu, 750 milliards d'euros. Alors peut-être la même question là aux 3 autres députés, peut-être à Madame Cutaia. Est-ce que vous pensez que les problèmes des îles doivent être réellement pris en compte dans ce plan de relance, dans ce plan d'aide? Est-ce que vous, au niveau des députés européens insulaires, vous allez peser, je dirais, de toute votre force pour faire entendre votre voix et vos difficultés liées à cette pandémie qui vient accentuer les problèmes qui étaient déjà existants, bien entendu, pour vous? Oui, bien sûr, je vais exercer de la pression, bien sûr. Je pense que tous les autres députés ici présents vont faire de même. Et bien sûr que je suis d'accord sur le fait qu'il est important tout d'abord de commencer par le fait que l'Union européenne doit vraiment reconnaître les spécificités et les défis auxquels font face les îles à cause de cette insularité. Et de l'autre côté, il est vraiment très, très important, comme M. Omarjee l'a déjà dit,
qu'il y ait une certaine flexibilité pour nous, parce que cette flexibilité dans les politiques va nous permettre en fait de mieux gérer tout cela. Donc, il faut en fait qu'on ait cette flexibilité aussi dans d'autres domaines au sein de l'Union européenne. Et je voulais aussi parler un petit peu de ce qui a été dit par Rosa par rapport au tourisme et par rapport au voyage. Ça aussi, c'est un point qui est extrêmement important. Commençons par le fait que les États membres ont déjà essayé de mettre de la pression à travers mon travail, à travers de mes interventions. Ils ont déjà mis cette pression pour attirer l'attention des États membres sur les îles et sur le tourisme, surtout quand on parle des plans nationaux de chaque État respectif. Parce que bien sûr que les États membres ont des outils très importants entre leurs mains, ils ont la flexibilité pour organiser leur plan de relance, etc. Et il faut qu'ils prennent en considération les îles et le secteur touristique dont nos îles dépendent vraiment. Rosa, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre votre micro parce qu'il y a des nuisances sonores qui apparaissent? Excusez-moi. Je suis désolée. Est-ce que vous pouvez l'éteindre parce qu'il y a le bruit qui apparaît? Merci. Oui, donc une fois que les États membres vont prendre en compte le tourisme dans leur plan de relance et qu'ils vont faire attention à son effet sur les îles et sur le tourisme, parce que, eh bien, les conséquences naturelles font que les îles dépendent vraiment du tourisme bien plus que les autres pays, les États membres continentaux, par exemple. C'est pour ça que c'est très important de le prendre en compte. Et bien sûr que les gouvernements nationaux doivent aussi créer des schémas, etc. Et je pense que pour notre gouvernement, maintenant, c'est très important de reconnaître cette situation. Par exemple, s'ils introduisent un schéma ou un modèle dans lequel les touristes peuvent réserver directement auprès de l'hôtel et recevoir un remboursement, c'est quelque chose qui va nous donner bien plus de pourcentage et bien plus de possibilités de travailler avec le tourisme. Donc, tous ces schémas sont vraiment très importants. Mais autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est par rapport au tourisme et au secteur de transport. Je suis persuadée que l'Union européenne et son plan de relance doivent vraiment se centrer sur le tourisme et le transport comme c'est dû. Parce que, bien sûr, on comprend très bien que le transport a fait partie de l'agenda, mais le tourisme, pas vraiment. Et on comprend très bien que pour le tourisme, c'est aussi très important d'avoir une certaine ligne budgétaire pour avoir un tourisme durable. Et ça, c'est quelque chose pourquoi on lutte aussi. Mais en ce moment particulier, on comprend et on voit cette réalité choquante. On voit le marché touristique dans toute sa fragilité. Et quand on voit ce genre de choc comme la pandémie, par exemple, qui est arrivée, ça montre la fragilité du secteur touristique. Ainsi, il faut qu'on tire des leçons, tire des enseignements de tout cela et qu'on organise une coordination meilleure, des mesures meilleures pour le secteur touristique et pour le secteur de transport. Parce qu'on voit que la saison commence bientôt, l'été arrive et on ne peut pas se prendre le risque de perdre un autre été. Pour les îles comme notre île, comprennent vraiment très bien l'importance du tourisme. Les vols vers Malte, tout ce que cela signifie pour nous en Malte, ce n'est pas la même chose que cela signifie pour les États membres qui sont sur le continent. Pour nous, prendre un vol, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est la seule connexion que nous avons, à part le transport maritime, avec l'Europe continentale. Mais la connexion maritime, c'est quelque chose qui prend bien plus de temps. Et l'Union européenne, souvent, ne comprend pas assez cela. Parce que quand on parle des îles, c'est justement quelque chose qui est très important. Quand on perd cette connectivité, et là, je ne parle pas seulement des vols et du transport maritime, mais je parle aussi des routes adéquates. Parce que si c'est quelque chose que nous n'avons pas, si c'est quelque chose qui est trop cher pour les consommateurs et que ça se passe très, très mal au niveau de temps, parce que le temps, c'est de l'argent, on le sait, ça va avoir un effet dévastateur sur les îles parce que les îles dépendent du tourisme. Ainsi, oui, les voyages doivent être vus sous tous ces points de vue, comme quelque chose qui est multifacette. Donc, on doit prendre tout cela en considération par rapport aux îles. Parce que, eh bien, oui, les îles ont déjà certains désavantages naturels et certains désavantages structurels, comme nous avons déjà vu, parce que nos économies dépendent déjà
du continent. C'était déjà le cas avant la pandémie, mais avec la pandémie, c'est devenu encore pire. Et juste pour conclure, par rapport au rapport de stratégie, je pense que c'est quelque chose dont on a besoin. Pour le Parlement européen, c'est quelque chose sur quoi on a travaillé au mois de décembre l'année dernière. Et moi, j'ai travaillé en tant que rapporteur. Et c'est vrai que nous avons inclus une disposition qui dit que nous devons prendre en compte l'impact pour les îles avant d'élaborer et de créer des règles. Parce que, comme nous avons déjà dit, nous sommes dans une situation différente. Et on veut que l'Union européenne reconnaisse cette particularité, cette situation particulière. Et c'est ce que nous allons lutter. Et nous allons lutter pour ça, en fait. Parce que les opportunités pour nos îles doivent être là. Ça doit être du point de vue des technologies, mais aussi pour le tourisme durable. Je pense que nous avons pas mal d'opportunités et d'atouts très importants. Et avec la pandémie, nous avons l'occasion, en fait, de travailler et d'améliorer ces opportunités davantage. Merci. Oui, merci beaucoup, madame. Alors, justement, ce plan de relance, François Alphonse, au niveau européen, quelle traduction pour les territoires insulaires? Parce que c'est vrai qu'il y a déjà énormément de handicaps pour les îles. Là vient s'ajouter effectivement cette pandémie, cette crise internationale qui fait des ravages, alors bien entendu sur le plan sanitaire, mais également sur le plan des différentes situations économiques. Quelles sont les attentes des députés européens insulaires par rapport à ce plan? Donc effectivement, ce plan est pour nous à la fois une capacité de relance économique considérable et le moment, sans doute, de faire entendre les spécificités dont les îles ont besoin pour être vraiment prises en compte. C'est ce que l'on a exposé quand nous avons rencontré le commissaire Gentiloni, celui qui est en charge de ce plan de relance. Alors, dans la construction de ce financement européen, il y a à chaque fois deux partenaires. Il y a l'Union européenne et il y a l'État membre. C'est-à-dire que l'Union européenne définit une partie financière qui est répartie entre les différents États membres, et ensuite il revient aux États membres d'appliquer sur leur territoire, selon les règlements que l'Union européenne a votés, l'argent qui est mis à sa disposition. Est-ce que les États membres feront des plans, puisqu'ils sont en cours d'élaboration au niveau des différents États membres, qui prendront en compte la situation particulière des îles quand ils en ont, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Europe, il y a de nombreux États qui n'ont pas de réalité insulaire, l'Autriche, la Tchéquie, la Slovaquie, etc. Et donc, ce qui sera demandé par la Commission européenne, nous a dit le commissaire Gentiloni, c'est que quand il y a une situation insulaire au sein de l'État membre, l'Europe vérifiera que le plan de relance qui sera avancé par l'État membre prendra bien en compte les besoins des espaces insulaires. La même réponse, mais cette fois c'est carrément dans le règlement et on le doit à Younous Omarjee qui a été très actif en ce domaine, c'est le Fonds sur la transition écologique, le Just Transition Fund, qui doit donner sa place aux exigences des économies insulaires pour qu'elles aillent aussi vers la croissance verte et vers la transition écologique. Voilà, c'est des débuts. On est en train, je pense, de faire prendre conscience à l'Europe qu'il faut qu'elle mette et qu'elle impose la prise en considération des situations insulaires dans la mise en œuvre des fonds auxquels elle participe, comme le plan de relance, vous le savez, pour la France, près de la moitié vient de l'Union européenne, et pour certains États membres comme l'Italie et comme l'Espagne, c'est beaucoup plus encore. Et donc, elle a un droit de regard sur ces politiques, et je crois que il nous faut obtenir que ce droit de regard soit mis en œuvre au bénéfice des économies insulaires. Et ensuite, il y a un travail d'explication que nous devons continuer à faire. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, l'Assemblée de Corse débat sur les prix des carburants en Corse qui sont 12,5% plus chers que sur le continent français. Et qu'est-ce que ça démontre? C'est que la parité n'est pas du tout, la différence n'est pas du tout liée à des phénomènes que l'on peut résoudre dans la mesure où l'accès à des circuits courts tel qu'il existe sur le continent entre certains distributeurs et les raffineries est impossible dans une île où il faut négocier des stocks stratégiques, où il faut franchir la mer pour arriver, etc., etc. Donc, il y a un différentiel qui est très important, qui pèse très lourd dans les ménages insulaires parce que nous avons peu de transports en commun et donc la voiture est quand même
pour beaucoup de ménages le moyen indispensable pour se déplacer. Il faut souvent 2 voitures par ménage, etc. Donc tout cela montre qu'il y a bien des handicaps structurels dans les îles. Des choses, c'est un exemple, mais on pourrait aller auprès des entreprises, leurs difficultés économiques propres pour les approvisionnements, leurs besoins de stocks stratégiques, etc. Il faut faire ce travail et démontrer qu'il y a bien dans les îles des handicaps permanents et structurels et que donc il faut que toutes les politiques soient en mesure d'être appliquées, et cela vaut notamment pour l'économie touristique, car la relance sur une destination qui est comme Malte ou comme les Baléares n'est pas de même nature que de quitter Paris et d'aller prendre l'air sur les bords de la Manche, n'est-ce pas? Ce que l'on fait en prenant sa voiture et très tranquillement. Donc, la relance de l'activité touristique va être dans tous ces territoires, et cela vaut aussi pour les RUP, des programmes économiques beaucoup plus conséquents que pour des destinations de proximité qui sont beaucoup plus facilement accessibles depuis les grands bassins peuplés de l'Europe. Donc, voilà, il y a toutes ces problématiques qui sont là. Il y a une fenêtre d'opportunité, c'est effectivement le plan de relance et la masse exceptionnelle de crédits que l'Europe va mettre à disposition des États et sur lesquels elle a un droit de regard. Et ensuite, il y a aussi des outils que nous avons mis en place. Il y a cet intergroupe dont je parlais tout à l'heure, il y a le CRPM, qui est la conférence des régions périphériques maritimes, et il y a notre commission du développement régional au sein du Parlement européen, qui est un endroit où nous pouvons, en tant que parlementaires européens, faire remonter des demandes, des propositions, des analyses, des chiffres. Et je crois que cette commission a déjà produit d'ailleurs une étude toute récente sur la situation des îles, un état des lieux. Et voilà, le débat s'engage, et en fédérant bien nos forces politiques, car nous sommes dans différents groupes, nous sommes sur différents États membres, nous sommes sur différentes natures d'espaces insulaires, les RUP, les grandes îles, les petites îles. Il y a des députés européens qui viennent de toutes les situations, et je crois qu'il est nécessaire de construire dans l'année qui vient une proposition et un discours commun, et à le faire entendre à l'Europe et aussi à chacun de nos États membres, parce que ce n'est pas toujours que dans les grandes capitales, on accepte de considérer la situation insulaire aussi favorablement, sans doute, que le fait Malte, qui est elle-même une île. Merci beaucoup, François Alfonsi. Alors, justement, le président de cette commission du développement régional au Parlement européen, c'est M. Omarjee. Monsieur Omarjee, on va revenir quelques minutes avec vous, justement. Alors, d'abord, pour savoir un petit peu quel est votre sentiment, vous, représentant notamment de la Réunion et de l'île de la Réunion, par rapport à ce plan de relance européen et sa transcription et sa déclinaison par rapport au territoire insulaire. Nous avons une question d'ailleurs dans ce sens qui englobe les territoires d'outre-mer, de quelle façon ils entreront dans cette politique globale pour les îles. Voilà, vous avez un moyen de pression au sein de cette commission du développement régional qui est assez important, qui représente donc de nombreux députés pour peser justement devant les institutions européennes par rapport à ce plan de relance. Nous avons plus qu'un moyen de pression. Tout de même, concernant la crise du Covid, au plus fort de la crise, c'est notre commission du développement régional, avec la Commission européenne, qui a mis sur la table ce qu'on a appelé les règlements CRI et CRI+, et ensuite le règlement REACT-EU, qui peut être considéré comme un élément également pour aller vers la relance, et qui a bénéficié à l'ensemble des régions européennes, et en particulier aux régions ultrapériphériques et aux régions insulaires. Et ces règlements ont été des règlements utiles pour faire face aux urgences dans le moment de la crise. Je veux rappeler, parce que nous parlons des questions insulaires, mais rappelons que les régions ultrapériphériques sont des régions insulaires. Vous avez des dissociations juridiques entre l'article 174 et l'article 349, mais lorsqu'on évoque l'insularité, on évoque aussi les régions ultrapériphériques. Et dans le règlement REACT-EU, nous avons obtenu des dispositions spécifiques pour les régions ultrapériphériques. Mais la grande question concernant
le plan de relance qui est puissamment doté, qui vient en additionnalité des règlements traditionnels, des fonds traditionnels de l'Union européenne, c'est que des libertés importantes sont laissées aux États. Il appartient aux États de définir leur plan national de relance. Et ce n'est pas à Bruxelles, ni à la Commission européenne, ni au Parlement européen qu'on définit dans le détail les plans nationaux de relance. C'est pourquoi ce que nous n'avons cessé de dire au niveau de la Commission du développement régional, c'est que les États doivent associer au maximum, ça ne concerne pas seulement les îles, doivent associer au maximum les régions et les municipalités dans la définition de leur plan national de relance. Et nous avons demandé à la Commission européenne, aussi bien à la commissaire Ferreira qu'au commissaire Gentiloni, mais aussi à la présidente von der Leyen, pour que la Commission européenne soit au plus près des États pour à la fois veiller que ce qui a été voulu par le Parlement européen soit respecté dans les différents objectifs stratégiques et en même temps que la Commission européenne fasse en sorte que les États associent au plus près des régions, les autorités insulaires lorsqu'il s'agit d'États qui comptent des îles. On a évoqué la question du tourisme. C'est une question extrêmement importante. Au niveau de la Commission du développement régional, nous travaillons avec la Commission transport qui est compétente sur cette question pour voir comment peut-être dans l'année qui vient, puisque nous allons encore vers une saison touristique qui sera très difficile, est-ce que la Commission européenne ne peut pas mettre sur la table quelque chose de spécifique? C'est extrêmement important. Les îles sont les plus vulnérables par rapport à la fragilité aujourd'hui des transports dans ce moment de la crise du Covid, mais aussi des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, parce que dans les îles, vous n'avez pas énormément de piliers de l'économie. Vous n'en avez qu'un ou deux. Pour beaucoup d'îles européennes, le tourisme est le principal pilier de l'économie. Et aujourd'hui, tout est en train de s'effondrer dans un certain nombre d'îles européennes et nous ne pouvons pas rester simplement à regarder. Donc, il faudra continuer à amplifier les efforts qui ont commencé à être accomplis. Nous devons nous fixer comme perspective, peut-être, puisqu'on a parlé de stratégie et que nous avons des collègues espagnols qui participent à notre discussion, comme perspective la présidence espagnole de l'Union européenne qui va intervenir en 2023. 2022, nous aurons la présidence française de l'Union européenne avec sans doute des initiatives intéressantes pour les régions ultrapériphériques. Nous travaillerons toute l'année 2022 pour consolider un agenda qui, pour les îles, qui, je l'espère, pourra être un contenu utile pour la présidence espagnole en 2023. J'ai rencontré le ministre espagnol des Affaires européennes. Je pense que du côté de la Commission, nous devons continuer à faire des propositions cette année et que sans doute, dans cette législature, en tout cas je l'espère, nous aurons un certain nombre d'avancées pour ce qui fait l'objet de notre discussion, la reconnaissance aujourd'hui pleinement des îles dans les politiques européennes. Merci beaucoup. Alors, nous avons des questions, notamment d'auditeurs qui sont en Espagne. Des difficultés des îles semblables à celles des zones rurales excentrées. L'UE doit donner les mêmes opportunités aux îles qu'aux autres territoires. Plan de communication digitale, sinon l'exode de la population des îles va continuer. On en parlait tout à l'heure, notamment avec Madame la députée de Malte et des Baléares. Question également sur la Chambre de commerce, qui est la présidence de Insulaire. Quelle est la position des députés sur le besoin d'une approche flexible
des aides d'État par rapport aux problématiques des îles. On a vu que la Commission a assoupli les règles suite au Covid. Voilà, ce sont des questions qui reviennent et qui concernent bien entendu cette actualité. Donc, par rapport également à la coordination, n'est-ce pas aux îles aussi à repenser leur transition pour une plus grande résilience. Donc, l'expliquer à l'Union européenne et coordonner les différentes stratégies. Madame Esteras, on voit qu'en Espagne, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui nous écoutent et qui ont un intérêt tout à fait particulier pour cette problématique des territoires insulaires. Vous justement, au Baléares, avec votre État central, vous arrivez à vous faire entendre, je dirais, par rapport à ces problématiques européennes également? Bueno, nosotros planteamos, en el caso de Baleares, Nous, dans le cadre des îles Baléares, nous avons envisagé un régime spécial des îles Baléares il y a de nombreuses années, qui a été approuvé pour pouvoir disposer d'un transport subventionné lorsque nous voyageons entre les îles et lorsque nous nous déplaçons également vers le continent, lorsque nous allons dans notre État, l'Espagne. Il est vrai que ce régime spécial a été trop réduit et il y avait un engagement pour élargir ce régime et avoir une égalité des chances. On n'a pas obtenu. Le gouvernement de l'Espagne à l'heure actuelle n'a pas accordé la priorité et nous nous battons précisément pour que ce régime spécial des îles Baléares voit le jour, car finalement, ce ne sont jamais des privilèges, c'est une question de justice. Et penser que il faut savoir que la connectivité est très importante. Le transport des passagers et des marchandises, ça répercute au niveau de l'enseignement, de l'éducation, la santé également aussi, car, et c'est précisément pourquoi on donne la priorité au plan de récupération dans les îles, le plan de santé des îles. Dans le cas de la COVID, il faut avoir tous les outils, aussi bien dans les grandes îles comme dans les plus petites îles, car sinon, la question de la santé aura un handicap important là-bas aussi. Je dois vous dire également que maintenant, avec les fonds qui vont nous arriver, ce fonds-là, ce ne sont pas des fonds comme nous dirions en termes de santé. Ce n'est pas une injection, c'est une goutte à goutte. C'est-à-dire que les fonds vont être accordés, l'État membre va devoir présenter un projet, un plan. On doit le présenter en avril, un plan de récupération et ensuite des projets concrets pour développer ce plan. Ils vont accorder les fonds et en fonction de la réalisation, une réalisation de A, c'est-à-dire une réalisation positive, on va accorder peu à peu ces fonds. Si la lettre s'est qualifiée de C, on dit que la réalisation n'est pas positive et par conséquent, le goutte à goutte va s'arrêter. Et il est fort possible que l'État membre soit obligé de retourner ces fonds. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les fonds ne soient gaspillés. Ils veulent que les fonds aillent vers la durabilité, l'emploi, etc. Et que ces fonds soient destinés vers cette nouvelle Europe. Moi, je pense que ces fonds doivent donner la priorité au tourisme. Ma collègue de Gozo l'a très bien dit. On doit donner la priorité au tourisme et au transport, car ce sont les éléments essentiels pour nous, car nous dépendons du tourisme et du transport. Lorsque nous pourrons nous développer et décoller, à ce moment-là, nous pourrons nous occuper des autres branches. Mais le tourisme et le transport sont deux éléments fondamentaux. Et il est donc important qu'à l'heure actuelle, là, nous sommes 4 partis différents. Il est important que nous soyons unis, car c'est une question, si nous nous unissons tous, nous y parviendrons, nous obtiendrons les résultats. Ici, il y a 4 partis et tous ceux qui font partie de l'arc parlementaire, nous devrions nous joindre pour que la voix des îles soit non seulement une reconnaissance pour pallier la situation, mais que ce soit une reconnaissance réelle avec un budget et que toutes les politiques que nous mènerons, qu'il y ait un chapitre consacré aux îles ultrapériphériques, bien sûr, et les autres îles aussi. J'ai beaucoup aimé notre collègue de la Réunion lorsqu'il a dit que ce n'est pas une concurrence avec les îles ultrapériphériques. Logiquement, elles sont beaucoup plus éloignées du continent, mais ce sont des synergies et il a très bien dit et il nous a très bien montré la voie à suivre.
Il nous a parlé de ce qui a été obtenu par les îles ultrapériphériques. Finalement, lorsqu'on doit prendre un avion ou un bateau, parce qu'on est obligé quand on est dans une île, eh bien, pour pouvoir concurrencer, on a besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide et il faut avoir une aide de la part de l'État membre et de la part de l'Union. Et à l'heure actuelle, nous avons besoin de plus d'aide que jamais, car comme je vous l'ai déjà dit, surtout dans les îles qui dépendent la plupart du tourisme, énormément, nous sommes vraiment dans une situation limite. Ici, au Baléares, on a fait une campagne qui s'appelle SOS Tourisme en demandant, en faisant un appel de secours pour que ces fonds européens soient définitivement consacrés à cela et qu'on puisse relancer le tourisme. J'ai vu une question sur l'immigration. En plus, nous supportons une forte pression d'immigration, surtout en Méditerranée. Et par conséquent, il doit y avoir une coordination, une flexibilité, une priorisation par l'Union européenne dans ce nouveau plan et dans cette nouvelle stratégie de tourisme, mais surtout dans ce nouveau plan de récupération. Les États membres doivent présenter leur plan, doivent prioriser correctement et tous les fonds qui arriveront, je crois que c'est 36%, mon collègue de la Réunion va le dire mieux que moi, doivent être consacrés à la durabilité, c'est-à-dire tout projet doit se référer aux droits de l'homme. Ça ne peut pas être un projet qui ne se réfère pas aux droits de l'homme. Et il faut parler aussi avec la durabilité et la conditionnalité de ces fonds. C'est une conditionnalité technique, comme je l'ai expliqué, mais une conditionnalité politique. Tous les États membres qui souhaitent ces membres doivent appliquer l'état de droit. Je sais que ça, c'est un autre débat, car pendant l'état d'alarme, sous le parapluie de l'état d'alarme, on a extralimité dans certains États membres l'état de droit. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je pense que c'est excellent que 4 parties, que nous soyons tous d'accord sur la manière dont nous devons travailler cette question. Merci. Je pense qu'à partir de la commission régie, il faut travailler pour pouvoir présenter tout cela en séance plénière. Merci. Merci beaucoup. On va conclure là dans quelques instants. Nous avons un petit peu décalé notre horaire par rapport à cette conférence, hein, puisque nous avons débuté avec un petit quart d'heure de retard. Donc, je vais vous demander à vous tous sur environ 1 minute 30, quelques mots de conclusion par rapport, bien entendu, à cette actualité de la pandémie et de l'après-Covid pour les territoires insulaires. Alors, je voudrais signaler aux personnes qui nous ont adressé par le chat des questions que leurs questions seront bien entendu transmises à vous-même, aux 4 députés présents à travers donc leurs adresses mail et ainsi ils pourront avoir une réponse parce que c'est pas toujours facile, je dirais, dans le cadre d'un webinaire. Donc, quelques mots de conclusion. Tout d'abord, Madame Koutaillard, pour Malte, je vous laisse conclure en 1 minute pour nous dire un petit peu, donc voilà, pour vous-même, quelle est la principale attente que vous avez donc pour les îles et en particulier vous pour la Méditerranée par rapport à cette crise et cette sortie de crise. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci pour les informations très intéressantes. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit dans mon introduction, je voudrais avoir un nouveau pacte entre l'Union européenne et les îles, un pacte qui se focaliserait pas seulement sur la reconnaissance de toutes les différences ou des spécificités que nous avons parce que nous sommes unis dans notre diversité en tant qu'île, parce que nous avons bien sûr certains défis communs malgré les circonstances et les situations bien diverses. Et quand on parle de la relance, après la pandémie et bien sûr quand on parle de tous les défis et des opportunités que représente la transition, le développement vert, la numérisation et toute la transition qu'on doit en fait faire dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, je voudrais souligner l'aspect important. En tant que Parlement européen, nous avons bien sûr l'autorité de pousser, de faire du lobbying auprès de la Commission aussi pour agir sur les politiques et sur les législations et surtout pour y faire figurer la situation spécifique aux îles. Et je voudrais conclure sur les 3 concepts que j'ai déjà évoqués il y a 3 mois de cela pendant la Semaine européenne des régions et je suis persuadée que notre politique d'intégration des îles, pour elle, il est très important de se focaliser sur les 3 piliers importants. Tout d'abord, les entreprises, parce que les entreprises sont vraiment
l'épine dorsale de notre économie. Donc, c'est très important parce que du point de vue structurel et national, nous avons plusieurs difficultés qui ont été accentuées par la pandémie. Puis, nous avons cette question de l'environnement bien plus propre. Ça aussi, c'est la question qui a déjà été soulignée par plusieurs de mes collègues. On reconnaît bien sûr le rôle important des îles comme acteurs dans les stratégies régionales de l'environnement. Et enfin, c'est très important de pouvoir se focaliser sur la durabilité, sur les objectifs en termes de durabilité pour nos îles, parce que c'est quelque chose qui va avoir un impact positif sur notre tourisme. Et bien sûr, les activités physiques aussi bien que numériques dont on a déjà parlé. Merci beaucoup. Nous allons conclure. Merci beaucoup. Quelques mots de conclusion, monsieur Omarjee, également, avec peut-être votre souhait principal donc, pour les prochaines semaines et pour les prochains mois qui s'annoncent très difficiles. Oui, bon, d'abord, nous devons continuer à nous battre pour la pleine prise en compte de l'article 349 du traité pour les régions ultrapériphériques. Contrairement à ce que le débat a peut-être pu laisser croire, il faut savoir que cet article 349, nous rencontrons toujours beaucoup de difficultés pour que la Commission européenne lui donne le champ d'application qu'il mérite. Mais la Commission européenne n'est pas seule non plus, elle est contrôlée, elle est encadrée dans son action et elle peut être aussi censurée. Et s'agissant de l'article 349, la Cour de justice a rappelé pleinement combien la Commission européenne devait faire pleine application de cet article. Mais ce combat, il est devant nous, ce combat, il continue. Et s'agissant des îles qui ne sont pas des régions ultrapériphériques, nous sommes aujourd'hui dans un moment fondateur. Donc, il y a des initiatives politiques très fortes qui sont en train d'émerger, en particulier au niveau du Parlement européen. Ce que je peux dire à mes collègues, dont certains sont membres d'ailleurs de la Commission du développement régional, mais à tous les participants, c'est que la Commission du développement régional va prendre des actes forts pour faire en sorte qu'on arrive vers ce pacte, peut-être des Baléares, je l'espère, en 2023, qui va permettre d'avoir un véritable agenda qui facilite l'introduction dans les règlements ad hoc de l'Union européenne, les règlements que nous négocions pour les 7 années d'une programmation, d'une meilleure prise en compte, d'une meilleure reconnaissance des îles dans les règlements. Voilà un peu le cadre général qui est devant nous. Et puis, bien sûr, dans ce moment de la crise, continuer à agir comme nous avons commencé à le faire pour tempérer dans toutes les îles et dans toutes les régions ultrapériphériques les impacts de cette crise du Covid qui est absolument désastreuse. Merci beaucoup, Monsieur Omarjee, Monsieur le député, Monsieur le Président. Quelques mots de conclusion, François Alphonse, également par rapport à cet agenda qui est très dense pour les semaines et pour les mois à venir. Oui, je pense qu'avoir fixé un agenda, comme l'a décrit Younous Omarjee tout à l'heure, c'est une excellente chose. Je crois que ce qu'il faut prendre conscience aussi, c'est le rôle que nous avons au Parlement européen. Nous regroupons toutes les formes institutionnelles, RUP, État insulaire, région insulaire. Nous regroupons toutes les forces politiques et nous regroupons aussi le lien direct avec la Commission. Je crois que c'est un rôle stratégique que l'on peut jouer au sein du Parlement européen et que la Commission REGI peut tout à fait contribuer à mettre en œuvre. Et c'est en continuant à agir ensemble parce que spontanément, Corse, Baléares, Malte et Réunion n'ont pas la même capacité de convergence que celle que nous avons en tant que parlementaires européens et nous pouvons être ceux qui ont ce rôle des dynamiseurs d'une démarche qui doit, je pense, nous permettre de déboucher sur une situation nouvelle bien plus intéressante et bien plus porteuse d'avenir pour les îles en général.
Merci François-Alphonse. Si on termine avec Madame Esteras, quelques mots de conclusion sur 1 minute pour ce que vous souhaitez donc par rapport à ce qui sera décidé par les instances, par les institutions européennes, pour les îles en particulier, pour cette sortie de crise qui s'annonce particulièrement difficile, notamment sur le plan économique. Sí, bueno, pues muchas gracias. Oui, merci beaucoup, Thierry et le bureau d'avoir organisé ce débat. Je lis qu'il y a de nombreuses interventions et beaucoup de collègues des îles sont en train d'écrire des questions. Envoyez-nous toutes leurs inquiétudes, s'il vous plaît. Je me mets à disposition de la commission régionale, je me mets à disposition du président pour pouvoir travailler ensemble avec François, Josiane, le président régional et avec tous pour pouvoir travailler à cette résolution. Maintenant que nous allons être en Europe où nous voulons créer une Europe plus compétitive, plus écologique, mieux connectée, plus sociale et également plus proche des citoyens, nous devons imprégner cette nouvelle Europe de tout ce que suppose l'insularité. Nous devons être présents dans tous les débats, dans toutes les stratégies qui seront faites, de telle sorte que ce que nous avons réalisé avec le pacte vert en introduisant l'insularité, nous devons le faire de même dans tout ce que nous ferons à l'avenir, de telle sorte que lorsque on légiférera, où l'on observe, on prenne en compte les yeux de l'insularité comme les yeux des ultrapériphériques. Par ailleurs, n'oublions pas que les îles peuvent être des laboratoires excellents pour tous les processus, que ce soit de transition écologique ou de reprise, de récupération. Les Baléares, mais aussi Gozo ou la Corse, de même que toutes les îles européennes, ce sont des laboratoires excellents pour cette transition écologique, pour cette reprise de l'emploi. Et il faudrait donc soutenir toutes les PME, car finalement, ce sont les PME. Dans notre cas, par exemple, elles souffrent énormément car notre dépendance du secteur tertiaire a provoqué que dans ce plan de récupération que nous donnons la priorité au tourisme, au transport, aux PME et dans ce projet de récupération, tout ce qui est la récupération, la reprise publique, non seulement privée, mais aussi du secteur privé, que ce soit prédominant. Je suis entièrement disposé à travailler ensemble pour la récupération des îles. Merci beaucoup. Donc voilà, cette conférence est désormais terminée. Je remercie bien entendu le bureau de Marseille du Parlement européen. Vous tous donc qui avez participé aujourd'hui, les 4 députés européens qui avaient participé donc à cette conférence, merci à vous de nous avoir éclairés sur ces différentes réalités donc des situations des territoires insulaires. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés aujourd'hui. Et puis, bien entendu, je vous le rappelle, toutes les personnes pourront transcrire leurs différentes questions aux députés qui pourront répondre à travers donc leurs adresses e-mail. Donc là, c'est le bureau de Marseille du Parlement européen qui va gérer tout cela. Merci à tous et à très bientôt. Bien entendu, pour reparler des îles, pour reparler des îles dans l'Europe et de ces politiques insulaires. Merci à tous pour votre intérêt et à très bientôt. Gracias, adiós.